Voilà, dans ce chapitre 5, nous allons vous parler de quelques convergences pour les variables aléatoires, les suites de variables aléatoires. On va vous parler de la loi des grands nombres et en même temps, on va vous donner le théorème central limite. Donc, maintenant, les lois empiriques du hasard. Vous avez le modèle mathématique dans lequel vous avez les fréquences empiriques. Et les fréquences empiriques, ce sont des fréquences basées sur les variables aléatoires qui convergent parfois vers la probabilité. Nous allons justifier a posteriori cet axiome loi des grands nombres. Mathématiquement, c'est-à-dire on va considérer une suite de variables aléatoires x1, x2, xn qui sont indépendantes et de même loi. Identiquement, et parfois on dit IID, c'est-à-dire indépendantes et identiquement distribuées. Donc quel est le comportement? La question qui se pose parfois, quel est le comportement de la moyenne empirique, c'est-à-dire x1 plus x2 plus xn divisé par n, c'est-à-dire c'est une moyenne des variables aléatoires lorsque le n tend vers l'infini. Donc là, c'est tout simplement, c'est-à-dire si on fait une expérience aléatoire qui nous donne l'ensemble fondamental, ce que j'ai déjà noté grand oméga, petit oméga c'est un résultat de l'expérience. À chaque résultat, on va faire attribuer une certaine valeur concernant x1 oméga, c'est-à-dire la valeur de l'observation oméga attribuée par la variable aléatoire x1 plus etc. xn de oméga divisé par n. Donc d'une manière très générale, considérons une suite de variables aléatoires xn, bien sûr avec n appartenant à grand N. Comment définir la convergence de la suite xn? Tout simplement, la convergence, ça revient tout simplement à trouver l'approximation de la suite xn lorsque le n devient grand. Alors maintenant, on va vous donner quelques convergences qui sont très utilisées dans la pratique. Donc, il y a la convergence en probabilité, mais avant de vous donner la formule, on peut dire qu'on a un triplet, ce que j'appelle espace probabilisé, dans lequel vous avez le oméga qui est l'ensemble fondamental ou bien l'univers, qui est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une certaine expérience aléatoire. Il y a le grand A qui est l'attribut associé à oméga, et le P c'est la probabilité qui est définie sur l'espace probabilisable oméga. Une suite de variables aléatoires, tout simplement xn, c'est une suite de variables qui est définie sur oméga à valeur dans R, parce que d'une manière générale, on va travailler avec les variables aléatoires réelles, et sa limite, tout simplement, sera notée la variable aléatoire grand X. Donc la suite xn converge en probabilité vers x, ça c'est la définition, si et seulement si, quel que soit epsilon positif, la probabilité de la valeur absolue de xn moins x supérieure ou égale à epsilon tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc ça c'est la définition de la convergence en probabilité de la suite xn vers grand X. Il y a aussi la convergence en moyenne de la suite xn vers x. Par définition, c'est tout simplement l'espérance mathématique de la valeur absolue de xn moins x qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Il y a une autre convergence, appelée convergence presque sûre, qui est plus forte que la convergence en probabilité. C'est que c'est la probabilité de l'ensemble des résultats de l'expérience pour lequel xn de oméga moins x de oméga tend vers 0, parce que n tend vers l'infini, et donc ça c'est une probabilité qui est égale à 1. Voilà, donc ça c'est tout simplement quelques sortes de convergence. Je viens de vous donner 3 types de convergence qui sont très simples: probabilité, en moyenne et presque sûre. Maintenant, vous avez un exemple très simple. Nous considérons xn une suite de variables aléatoires de Bernoulli. Qu'est-ce que ça veut dire de Bernoulli? C'est-à-dire chaque variable aléatoire xn prend deux valeurs. Elle va prendre la valeur 0 avec une certaine probabilité et va prendre la valeur 1 avec une autre. Donc dans cet exemple, on va supposer que la probabilité que xn est égale à 1, c'est 1 sur n. Et la probabilité que xn est égal à 0, c'est 1 moins 1 sur n.
Donc maintenant, on peut montrer facilement que la probabilité que xn converge en probabilité vers x, qui est la variable aléatoire, nulle. Pourquoi? Parce que quel que soit epsilon positif, strictement inférieur à 1, la probabilité que la valeur absolue de xn supérieure ou égale à epsilon, c'est 1 sur n. Pourquoi? Parce que la seule valeur de xn qui dépasse le epsilon, c'est tout simplement la valeur 1. Et la probabilité que cette variable aléatoire cette variable aléatoire prenne la valeur 1, c'est 1 sur n. Donc là, ça vous donne 1 sur n. Et lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc ça, c'est tout simplement en appliquant la définition de la convergence en probabilité. La convergence en moyenne vers x égale 0, vous savez très bien que lorsqu'on travaille l'espérance mathématique, c'est tout simplement ici, c'est le cas discret, parce que notre variable xn, pour n appartenant à grand N, prend deux valeurs 0 et 1, et l'espérance mathématique, c'est tout simplement la valeur 1 multipliée par la probabilité que cette variable aléatoire prenne la valeur 1 sur n, plus 0 multiplié par cette probabilité. Il va nous rester tout simplement 1 sur n comme espérance mathématique qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Maintenant, il existe des liens entre les convergences. On va vous donner donc un petit schéma dans lequel on va mettre en évidence les relations entre les trois convergences que je viens de vous citer. Mais là, il y a un théorème qu'on peut démontrer facilement, que la convergence en moyenne implique la convergence en probabilité. Pour montrer ça, il suffit d'appliquer l'inégalité de Markov. L'inégalité de Markov, c'est qui nous dit que la probabilité que la valeur absolue de xn moins x supérieure ou égale à epsilon, c'est l'espérance de la valeur absolue divisée par epsilon. Donc ça, c'est facile après l'inégalité. Et si ça converge en moyen, donc cette quantité va tendre vers 0, ce qui entraîne que la convergence en moyenne implique la convergence en probabilité. La loi des grands nombres, donc maintenant, comme tout à l'heure dans la première diapo, j'ai parlé de la convergence de Mn qui est x1 plus x2 sur xn sur n, ça converge vers quoi? Il y a deux types de lois de grands nombres. Il y a la loi faible des grands nombres, il y a la loi forte des grands nombres. La loi faible des grands nombres, c'est tout simplement la convergence de cette quantité vers une certaine, donc la convergence de ça en probabilité, et la loi forte des grands nombres, c'est la convergence de cette variable vers une variable c'est-à-dire en presque surnom. Maintenant, la loi des grands nombres est la suivante, c'est que on vous dit que si je prends une suite de variables aléatoires quantiques xn, qui sont des variables aléatoires indépendantes et de même loi, intégrables, c'est-à-dire que l'espérance de x1 est égale à m. Pourquoi on prend tout simplement x1? Parce que les variables aléatoires sont de même loi. Donc l'espérance de x1 est égale à l'espérance de x2 égale à l'espérance de xn, quel que soit petit n. C'est une quantité finie, donc c'est le même m. Donc à ce moment-là, on peut dire, d'après la loi faible des grands nombres, que x1 plus x2 sur n, qui est la moyenne empirique, va converger vers petit m, qui est l'espérance tout simplement de x1. Donc ça, c'est une convergence en probabilité et en moyenne. Maintenant, la loi forte des grands nombres, on prend toujours une suite de variables aléatoires identiquement, indépendantes identiquement distribuées au bien de même loi, intégrable avec m égale x1, x2, qui est la même quantité qui est la moyenne. Alors, x1 plus x2 plus xn sur n va converger vers m, vers petit m, presque sûrement. Et on sait très bien que la convergence presque sûre, elle est plus forte que la convergence en probabilité, bien en moyenne. Maintenant, on peut parler d'un autre type de convergence, d'un mode de convergence, c'est la convergence en loi. On dit que la suite xn converge en loi vers x, qui est une variable aléatoire, et on écrit xn converge vers x, le L qui est là, ça veut dire loi, si pour toute fonction continue, c'est-à-dire si vous prenez n'importe quelle fonction continue bornée, on a l'espérance de f de xn qui converge vers l'espérance de f de x lorsque n tend vers l'infini. On peut considérer maintenant
on peut prendre un exemple concernant le cas discret. On sait très bien si on a une variable aléatoire qui est discrète, c'est-à-dire que c'est une variable aléatoire qui prend un certain nombre de valeurs isolées qu'on peut compter. Si les variables xn et x prennent un nombre fini de variables, c'est-à-dire qu'elles sont discrètes, alors on va considérer A1, A2, A grand A, c'est-à-dire les valeurs. Alors la suite xn converge en loi vers x, si et seulement si c'est une condition nécessaire et suffisante, quel que soit l'indice k appartenant à un grand A, la limite de la probabilité de xn est égale à k est égale à exactement la probabilité de x égale k. C'est-à-dire la convergence des probabilités de xn pour chaque valeur de A1, A2, AK va converger vers la probabilité de valeur de grand X. Donc là, vous savez très bien, on a une proposition qu'on peut démontrer facilement. Lorsque xn converge en probabilité vers P, en probabilité, alors xn converge vers x en loi. Ça veut dire la convergence en loi, elle est beaucoup plus faible que la convergence en probabilité. Donc l'idée est la suivante, c'est-à-dire si f est continu, alors f de xn converge vers f de x en probabilité. F est borné, ça veut dire f de xn va converger vers f de x en L1. Maintenant, on va vous donner le schéma concernant les relations entre les modes de convergence. Donc la convergence presque sûre, c'est une convergence qui implique la convergence en probabilité, et la convergence en probabilité implique la convergence en loi. De même, la convergence en moyenne implique la convergence en probabilité, implique la convergence en loi. Donc d'après ce schéma, on peut dire que tout simplement que la convergence en loi, c'est la convergence la plus faible. Il existe un théorème qui dit, c'est-à-dire ici, tout simplement, vous avez des applications, on peut dire que si on a une convergence en probabilité, on peut extraire une sous-suite de variables aléatoires qui convergent presque sûrement vers ça, c'est-à-dire on peut avoir un retour, mais seulement avec une sous-suite et non pas avec la suite tout entière, parce que la convergence presque sûre, c'est une convergence qui est très forte. Maintenant, ça c'est la proposition ou le théorème le plus simple concernant tout simplement la convergence en loi. On dit que xn converge en loi vers x, qui sont des variables aléatoires bien sûr. Donc f indice n, c'est tout simplement la fonction de répartition associée à xn, et f c'est la fonction de répartition associée à x. Alors la variable aléatoire ou bien la suite xn converge en loi vers x, si et seulement si la fonction de répartition de n en t converge vers la fonction de répartition de x en t pour toute petit t pour lequel la fonction grand F est continue. Donc à ce moment-là, si on a cette condition, on peut dire qu'on a une convergence en loi. Le théorème de la limite centrale, ou bien c'est le théorème, parfois on l'appelle le théorème centrale-limite, qui est très intéressant parce que ça va vous montrer, on verra par la suite, que ça nous permettra d'approximer la loi inconnue avec une certaine loi qui est connue, qui est la loi normale. Donc là, si je considère xn une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, l'espérance de x1 est égale à m à condition, c'est-à-dire on ajoute ici à cette condition que la variance de x1 est égale à sigma carré, parce que là les variables sont indépendantes et de même loi, c'est-à-dire toutes les variances sont identiques, c'est sigma carré. Alors si je pose Sn égale x1 plus x2 plus n, c'est la somme, et ça c'est la moyenne. C'est la somme divisée par n. La moyenne Mn converge vers M, presque sûrement et en moyenne. Donc ça c'est la loi forte des grands nombres. Question, quelle est la vitesse de convergence? C'est-à-dire tout simplement cette Mn moins M. Donc on verra, donc on va voir, c'est-à-dire le théorème central limite. On peut calculer que la variance de Mn moins M est égale à sigma carré sur n, et que la moyenne de Mn est égale à petit m. Et il est naturel d'étudier les variables sont très réduites. Vous savez très bien que lorsqu'on a une variable aléatoire d'une façon générale grand X, qui possède une moyenne petit m et une variance sigma carré, alors je peux centrer et réduire cette variable
en écrivant tout simplement x moins m, qui est la moyenne de x, divisé par sigma, qui est l'écart type de x. Donc ça nous donne une variable centrée réduite. Ici, on fait la même chose pour grand M indice n. Ça, c'est une variable aléatoire. On sait très bien que l'espérance mathématique de m, c'est petit m, et que l'écart type de grand M de n, c'est sigma sur racine de n. Donc, si je prends mn moins petit m divisé par sigma divisé par racine de n, ça, c'est une variable aléatoire centrée réduite. Alors, le théorème central limite nous dit que cette variable aléatoire centrée réduite, lorsque n tend vers l'infini, elle va converger vers une certaine loi. Et cette loi, ce n'est rien d'autre que la loi normale centrée réduite. Voilà le théorème central limite. Donc là, Sn moins m, donc mn moins petit m divisé par sigma sur racine de n, exactement c'est ça, va converger en loi vers une loi normale centrée réduite. Alors quel est l'intérêt de ce théorème? C'est-à-dire que lorsque le n devient très grand, on peut approcher cette variable aléatoire par une loi normale centrée, et on peut utiliser la loi normale centrée pour calculer les probabilités des événements qui nous intéressent. Donc maintenant, caractère universel du théorème, c'est-à-dire une somme de variables aléatoires indépendantes de même loi centrée et de carrés intégrables, se comporte approximativement comme une loi normale. Maintenant les lois, donc voilà, maintenant on va passer à quelques lois usuelles, classiques, qui sont très utilisées. Par exemple, on va commencer par la loi binomiale, et on sait très bien que la loi binomiale est caractérisée par deux paramètres qui sont petit n et petit p. Le petit n, c'est le nombre de fois où l'expérience est répétée. Petit p, c'est la probabilité de succès. La loi de Bernoulli, donc, c'est-à-dire la loi de binomial, est définie souvent à partir de la loi Bernoulli. La loi de Bernoulli, c'est une loi binomiale pour laquelle l'expérience est faite une seule fois, et petit p, c'est la probabilité de succès. Alors ici, vous avez tout simplement la... Donc avant comme on vient de dire que la binomiale est caractérisée par ça, on va donner une explication de la loi binomiale. Alors x, c'est-à-dire on va faire une expérience qu'on va répéter n fois. On va considérer la variable aléatoire pour laquelle on considère le nombre de succès obtenus lorsqu'on répète la loi de Bernoulli n fois. La loi de Bernoulli, c'est-à-dire vous avez dans une population, vous avez un caractère qui vous intéresse. Il y a un pourcentage du caractère qui vous intéresse, ça vous donne la probabilité de succès, et l'autre type, ça vous donne l'échec. Souvent, l'échec est caractérisé par 0 et le succès est caractérisé par 1. Donc la probabilité que x égale 0, c'est 1 moins p, et la probabilité d'avoir le succès qui est x égale 1, c'est petit p. Maintenant, dans le cas du loi de Bernoulli, l'espérance de x, c'est exactement la probabilité de succès, et la variance, c'est la probabilité de succès multipliée par la probabilité de l'échec. Donc là, vous voyez que lorsque je travaille, ou bien je fais l'expérience une seule fois. Maintenant, si je répète l'expérience n fois et j'essaie de compter le nombre de fois où le succès a été réalisé, donc notre variable aléatoire va prendre les valeurs numériques qui sont 0, 1, 2, n. 0, 1, 2, n, c'est-à-dire quand je répète, donc le 0, ça veut dire quand j'ai répété l'expérience n fois, j'ai obtenu 0 succès. Le 1 veut dire que lorsque j'ai répété l'expérience n fois, j'ai obtenu un seul succès. Et le n, ça veut dire que lorsque j'ai répété l'expérience n fois, j'ai obtenu petit n succès. C'est le total. Donc, maintenant, on va définir la probabilité que lorsque je répète l'expérience n fois, quelle est la probabilité d'avoir K succès. Alors ici, si vous regardez cette formule, donc l'expérience est répétée K fois, et je sais très bien que le succès se réalise avec petit p, probabilité, donc c'est p à la puissance K, c'est le nombre de fois où le succès est réalisé,
Et comme j'ai répété l'expérience n fois, il me reste n moins k échec. Et la probabilité de l'échec, c'est 1 moins p. Et ça, c'est le nombre de combinaisons possibles d'avoir k succès parmi les n répétitions. Voilà comment on peut lire la probabilité que grand X est égal. Et ça définit exactement la loi de probabilité d'une loi binomiale. Pourquoi? Parce que cette formule va vous permettre de calculer la probabilité d'avoir k succès pour n bien donné et pour petit p bien déterminé. Voilà. Maintenant, on va prendre une autre loi classique, c'est la loi hypergéométrique. La loi hypergéométrique est définie par grand N, qui est, donc ça c'est la population, la taille de la population statistique. Le petit n, c'est la taille de l'échantillon, c'est-à-dire c'est le nombre de fois où les individus sont tirés dans la population. Et le petit p, c'est la probabilité de succès. Alors ici, vous savez très bien que, c'est-à-dire vous avez N1, N2, je vais vous donner la définition ou bien l'explication de N1, N2, c'est-à-dire supposons que vous avez une population de grand N, de taille grand N. Cette population est divisée en deux types. Il y a N1 éléments de type 1, c'est-à-dire N1 individus de type 1 et N2 individus de type 2. Lorsque vous faites la somme de N1 plus N2, ça va vous donner la taille de la population. On va faire un tirage sans remise, c'est-à-dire un tirage l'un après l'autre sans remettre l'individu tiré dans le paquet, ou bien c'est un prélèvement d'un seul coup de n éléments. Et la variable aléatoire x à ce moment-là, c'est le nombre d'éléments de type 1, parce que là, supposons que vous vous intéressez au type 1. Par les n tirages, ça suit une loi hypergéométrique. Et comment calculer les probabilités d'avoir qu'un individu de type 1 dans l'échantillon que vous avez tiré? C'est le nombre de combinaisons possibles de tirer petit k parmi n1 et de tirer n-k individus parmi n2 divisé par le nombre de cas possibles de tirer petit n parmi n. Donc là, on peut faire une petite remarque pour bien mémoriser cette loi hypergéométrique. Lorsque vous faites petit k plus n moins petit k, ça va vous donner exactement petit n. Et si vous regardez juste en bas, vous faites grand N1 plus grand N2, ça va vous donner grand N qui est la taille de la population. Maintenant, on peut calculer, avec des formules beaucoup plus simples, l'espérance, parce que là c'est une variable aléatoire discrète, finie. On peut calculer l'espérance de x de la loi hypergéométrique. Dans le cas de la loi hypergéométrique, on peut trouver que l'espérance mathématique c'est np, qui est exactement la même espérance que la loi binomiale. Et la variance, on peut trouver c'est npq, qui est le terme de la variance de la loi binomiale, multiplié par une autre quantité, grand N-1, divisé par N-1, et cette quantité elle est strictement inférieure à 1 lorsque N est supérieur ou égal à 2. Donc, quel est l'intérêt de la loi hypergéométrique? C'est-à-dire la loi hypergéométrique elle est meilleure que la loi binomiale parce que la variance elle est petite. Elle est plus petite que la variance donnée par la loi binomiale. Maintenant, concernant la convergence de la loi hypergéométrique vers la loi binomiale, donc ici vous avez, si le grand N tend vers l'infini, c'est-à-dire si la population est très grande, et si le nombre d'individus de type 1 divisé par grand N et le nombre de type 2 divisé par grand N reste fini, alors la loi hypergéométrique va converger vers la loi binomiale NP en lot. Donc quelle est la signification de ça? C'est-à-dire il arrive parfois qu'on procède à un tirage sans remise ou bien on va tirer les individus en une seule fois, un seul paquet, donc, et on est obligé d'utiliser à ce moment-là la loi hypergéométrique. Si les conditions sont vérifiées, la probabilité ou les probabilités calculées à partir de la loi hypergéométrique sont presque égales aux probabilités des événements calculés à partir de la loi binomiale. Voilà l'intérêt de ce théorème de convergence. Et là, en pratique, c'est-à-dire lorsqu'on fait le côté pratique,
si la taille de l'échantillon, petit n, divisé par la taille de la population ne dépasse pas 10%, on peut à ce moment-là considérer que la loi hypergéométrique est presque la même chose que la loi binomiale. Voilà l'intérêt de ce théorème de convergence. Maintenant, la loi de Poisson, ou bien c'est ce qu'on appelle la loi des événements rares. Alors, on va considérer, donc là, j'ai déjà donné la loi de Poisson, c'est-à-dire c'est la probabilité d'observer un phénomène dans un certain temps, sur un intervalle de temps bien précis. Donc là, je ne vais pas revenir sur la définition. Et vous avez tout simplement, si la variable aléatoire grand X suit la loi de Poisson de paramètre petit m, le petit m qui caractérise la loi de Poisson est une quantité réelle strictement positive. Pour calculer, en ce moment-là, on peut dire que la variable aléatoire qui suit la loi de Poisson est une variable aléatoire discrète, infinie dénombrable, c'est-à-dire parce qu'elle va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 100, 1000, etc. C'est-à-dire prend toutes les valeurs dans n. Et pour calculer les probabilités des quantités, ou bien déterminer la loi de probabilité de la loi de Poisson, il suffit de calculer la probabilité que x, grand X égale k. Et pour avoir cette probabilité, c'est l'exponentielle de moins m, m à la puissance k sur factoriel k, bien sûr, avec factoriel 0 est égal à 1. M, c'est le nombre de fois de moyens de répétition, ou bien d'une manière générale, on peut dire que l'espérance mathématique de grand X est égale à petit m, et que la variance de grand X est égale à petit m. Voilà. Donc là, on peut prendre un exemple très simple, et cet exemple est le suivant, c'est-à-dire dans la production de pièces d'une machine, on fabrique, supposons que nous sommes en train de fabriquer des pièces à partir d'une machine, et on suppose qu'on a dans la production des individus de type 1, c'est-à-dire les pièces qui sont de mauvaise qualité, et on a de l'autre côté, dans la même population, des individus de type 2, c'est-à-dire ce sont les pièces saines, ou bien non défectueuses. On suppose ici qu'on a 4% des pièces sont défectueuses. On prélève un échantillon de 100 pièces, c'est-à-dire ici on va prendre petit n qui est égal à 100, et on va considérer grand X le nombre de pièces défectueuses dans cet échantillon. Donc voilà, donc ça c'est la loi hypergéométrique, parce qu'on va prendre les pièces l'une après l'autre sont remises, ou bien si les pièces sont petites, on peut prendre les 100 pièces en un seul coup, d'un seul coup. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la probabilité de x égale 0? Donc ici, on va considérer que c'est la loi hypergéométrique, la taille de la population c'est grand N, 100 et petit p c'est la probabilité de succès. Donc à ce moment-là, si vous regardez, on peut supposer que la production est très grande, de telle sorte que petit n sur petit n qui est 100 divisé par grand N ne dépasse pas 10%. Donc on peut approcher à ce moment-là la loi hypergéométrique par une loi binomiale. Et cette loi binomiale peut être approchée par une loi de Poisson avec m égale n fois petit p, c'est-à-dire 100 fois 0,04 qui me donne 4. Voilà, donc c'est-à-dire ici, la probabilité que x égale 0, si je considère la loi de Poisson, p de x supérieur strictement inférieur à 10, c'est la probabilité que x reste inférieur ou égal à 9 parce que la variable aléatoire est discrète et les seules valeurs qui sont strictement inférieures à 10 sont 0, 1, 2 jusqu'à 9. Ça c'est à partir de la table. Et la probabilité que x supérieur strictement à 5, c'est 6, 7, 8, etc. jusqu'à l'infini. Mais pour simplifier les choses, on peut calculer la probabilité ici en utilisant la probabilité de l'événement contraire. Donc, et ça vous donne ça. Donc ça, c'est tout simplement, ce sont des quantités qu'on peut trouver à partir de la table de statistiques que vous avez, que j'ai donné que j'ai installé dans la plateforme, et que ce sont des choses que vous pouvez vérifier au niveau de TD. Maintenant, la convergence en loi binomiale vers la loi de Poisson. Si xn suit loi binomiale np,
alors, et si n est grand et p petit, c'est-à-dire n, c'est le nombre de fois où l'expérience est répétée, petit p, c'est la probabilité de succès, on peut à ce moment-là approcher la loi binomiale par une loi de Poisson NP. Donc ça, c'est tout simplement, c'est une sorte de convergence, lorsqu'on dit on approche par ça, c'est une sorte de convergence en loi, et dans la pratique, on peut approcher la loi binomiale par une loi de Poisson lorsque le petit n est supérieur à 5 et la probabilité de succès est inférieure à 0,1, c'est-à-dire 10%. C'est-à-dire, si on calcule, dans ce cas-là, les probabilités des événements qui nous intéressent à l'aide de la loi de Poisson et la loi de binomial, on va trouver approximativement la même chose. Maintenant, convergence de la loi binomiale vers la loi normale. Donc, c'est-à-dire ici, on va s'intéresser au théorème central limite. Supposons que vous avez une variable aléatoire qui suit la loi binomiale NP. Alors, l'espérance de cette loi, c'est NP, N fois P, et que la variance de X, c'est tout simplement N fois P fois Q, et Q, c'est 1 moins P. Donc maintenant, je vais appliquer le théorème central limite qui me dit que X moins l'espérance de X qui est NP divisé par l'écart type de X qui est NP, ça va converger vers une loi normale centrée réduite lorsque le petit n tend vers l'infini. Ou bien on peut écrire comme ça, c'est-à-dire la loi binomiale, lorsque n est très grand, la loi binomiale va se comporter approximativement ou asymptotiquement de la même manière qu'une loi normale de moyenne np et d'écart type sigma égale la racine carrée de npq. Donc c'est-à-dire ici, c'est un théorème qui est très intéressant, c'est-à-dire quand on répète l'expérience sous les formes, sous les conditions de telle sorte à avoir x, une variable aléatoire de Bernoulli, on peut approcher cette variable aléatoire binomiale par une loi normale. Les lois continues usuelles. Donc jusqu'à présent, j'ai donné tout simplement quelques approximations pour les lois discrètes, la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi de Poisson, la loi hypergéométrique. Maintenant, on va caractériser, on va parler d'une certaine loi qui est très connue, c'est ce qu'on appelle la loi normale ou bien la loi de Laplace-Gauss. Cette loi, elle est notée par grand N comme normale, le mu c'est la moyenne et sigma c'est l'écart type. La moyenne est une quantité réelle quelconque, peut être positive, négative ou nulle. Sigma c'est l'écart type, c'est une quantité positive différente de 0 parce que sigma est égal à 0, c'est un cas qui n'est pas très intéressant. Alors, quand on parle de la loi normale, mu sigma, cette loi normale, ça correspond à une certaine variable aléatoire et qui possède une densité de probabilité. Cette densité de probabilité, c'est f de t qui est égale à 1 sur sigma racine de pi exponentielle moins 1 demi t moins mu sur sigma, le tout au carré, et ça c'est quel que soit t. Donc si vous essayez de représenter cette fonction f de t, vous allez avoir une fonction qui a la forme d'une cloche et qui est symétrique par rapport à un axe qui passe par mu. Voilà. Et lorsque n t tend vers l'infini plus l'infini ou bien t tend vers moins l'infini, la fonction va tendre vers 0. Maintenant, puisque on parle ici de loi normale de moyenne mu et sigma, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si on a une variable aléatoire de moyenne mu sigma, mu de moyenne mu et d'écart type sigma, on peut avoir ou bien on peut écrire une loi normale centrée réduite. Et pour avoir une loi normale centrée réduite, il suffit tout simplement de retrancher la moyenne, donc c'est ce que j'ai noté ici. Je suppose que x est une loi normale mu sigma. Alors mu, je pose u, la variable aléatoire x moins mu, donc si je retranche la moyenne, je récupère une loi centrée, et lorsque je divise par l'écart type, je récupère une loi normée, c'est-à-dire u est une loi normale centrée, donc de moyenne 0, et d'écart type égale 1, c'est ce qu'on appelle loi normale centrée réduite.
Et la densité de probabilité de cette loi normale sont très réduite, c'est 1 sur racine de pi exponentielle moins 1/2 t carré. Donc ici vous voyez que le mu est égal à disparu et le sigma a disparu. Donc c'est-à-dire sigma dans ce cas-là c'est 1 et la moyenne c'est 0. Donc voilà la transformation. Ou bien on peut écrire tout simplement, si on a une loi normale centrée réduite, on peut avoir une loi de moyenne mu et d'écart type sigma en écrivant tout simplement que x est égal à sigma u plus mu. Maintenant, il y a l'additivité, c'est-à-dire lorsque on a deux variables aléatoires de moyenne ou bien deux variables aléatoires normales, x1 suit une normale de moyenne mu1 et d'écart type sigma 1, x2 c'est une autre loi normale de moyenne mu2 et sigma 2, et on suppose que les deux variables x1 et x2 sont indépendantes. Alors si je considère la somme x1 plus x2, je peux dire que cette somme suit une loi normale de moyenne mu1 plus mu2 et que l'écart type de la somme, c'est la racine carrée de sigma 1 au carré qui est la variance de la première et sigma 2 carré qui est la variance de la deuxième. Voilà, donc ça concerne tout simplement l'additivité de variables aléatoires qui sont indépendantes. Maintenant, si on essaie de généraliser ça, c'est-à-dire au lieu de travailler tout simplement avec deux variables, on peut travailler avec plusieurs variables aléatoires normales indépendantes. Alors, je suppose que j'ai xi, normale de moyenne mui et d'écart type sigma i, et que les variables sont indépendantes. Alors, si je fais la somme sigma xi, c'est-à-dire grand x1 plus grand x2 plus grand xn, on peut dire que c'est une loi normale de moyenne sigma des moyennes et c'est la racine carrée de la somme des variances de chacune. Donc ça, c'est tout simplement la généralisation ici de deux variables. Au lieu de travailler avec deux variables, on travaille avec plusieurs variables. Et si maintenant, je prends la somme, donc là, xi, je suppose que les variables aléatoires ont même moyenne et même écart type, c'est-à-dire elles sont indépendantes et de même loi. Alors x1 plus x2 plus xn divisé par n, c'est la moyenne empirique, suit une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma sur racine de n. C'est tout simplement ce que je viens de donner ici. C'est un cas particulier de petit a qui est là, et en divisant tout simplement par n. Voilà. Maintenant, la convergence de la loi de Poisson vers la loi normale. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la convergence de la loi binomiale vers la loi normale. Maintenant, on va regarder la loi de Poisson. Et on sait très bien qu'une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson, elle est caractérisée tout simplement par un seul paramètre qui est petit m. Et on va supposer que le m tend vers l'infini. Donc si m tend vers l'infini, ce paramètre qui caractérise la loi de Poisson, on peut dire que x moins m sur la racine de m, parce que ça c'est la moyenne, et la racine de m, c'est l'écart type de la loi de Poisson, va converger vers une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire, et cela peut le considérer dans le cas pratique, lorsque le paramètre m dépasse 18. Voilà, donc ça c'est... Maintenant, ça, ce sont des lois dérivées de la loi normale. La première loi dérivée de la loi normale, c'est la loi Qui2. Donc Qui2 à n degrés de liberté. Donc là, c'est le Qui, c'est comme x au carré, Qui2, et l'indice n ici signifie le degré de liberté. Donc ça, c'est une loi qui joue un rôle fondamental dans les tests d'hypothèse ou les tests statistiques, lorsqu'on s'intéresse tout simplement à la prise de décision. Donc ça, c'est la partie échantillonnage, estimation et test d'hypothèse. Alors ici, je vais passer rapidement, parce que l'intérêt, c'est de vous donner... Donc on peut démontrer, on ne va pas le faire ici, c'est-à-dire on peut démontrer que cette loi de Qui2, qui sera obtenue à partir des lois normales, possède une densité de probabilité f associée à Qui2.
Donc c'est une densité, on sait très bien une densité de probabilité, c'est une fonction qui est supérieure ou égale à 0, quel que soit t appartenant à R, et que l'intégrale de f sur R est égale à 1. Maintenant, je vais donner tout simplement, si je suis loi de qui 2, alors ça c'est le mode. Le mode c'est tout simplement, c'est la valeur maximale, c'est le pic, c'est-à-dire pour n supérieur ou égal à 2. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut retenir l'espérance et la variance. Si on travaille avec une loi de qui 2 à n degrés de liberté, on peut calculer, démontrer que l'espérance mathématique de grand X, c'est petit n qui est le degré de liberté, et que la variance de cette variable aléatoire qui 2, ce n'est rien d'autre que 2 fois le degré de liberté. La convergence de la loi de qui 2 vers la loi normale, c'est-à-dire ici, il arrive parfois que lorsque le petit n, qui est le degré de liberté, tend vers l'infini, la loi de qui 2 ou qui 2 va converger en loi vers la loi normale. Alors, ici, c'est tout simplement x, qui est la variable aléatoire qui suit la loi de qui 2, moins la moyenne, on sait très bien d'après la diapositive précédente que la moyenne d'une loi de qui 2, c'est n, et que divisé par l'écart type, qui est racine carrée de 2n, va se comporter de la même façon que loi normale 0, 1. Donc voilà, et dans la pratique, on peut utiliser ça lorsque petit n, qui est le degré de liberté de la loi de qui 2, dépasse 30. Maintenant, on peut parler ou donner propriété d'additivité comme on l'a déjà fait pour la loi normale. Si je suppose que j'ai x1, une variable aléatoire qui suit la loi de qui 2 à n1 degré de liberté, xk c'est une variable aléatoire qui suit la loi de qui 2 à nk degré de liberté et que les variables aléatoires sont indépendantes, alors si je fais la somme x1 plus x2 plus xak, on peut dire que cette somme suit une loi de qui 2 à n degré de liberté, où le degré de liberté petit n, c'est égal tout simplement à n1 qui est le degré de liberté de la première loi, plus n2 qui est le degré de liberté de la deuxième, plus nk qui est le degré de liberté de la dernière variable de la loi qui 2. Maintenant, une autre loi qui est très utilisée aussi, c'est ce qu'on appelle la loi de Student à n degré de liberté. Alors, pour donner la loi de Student, donc on va supposer qu'on a tout simplement une loi, une variable aléatoire qui suit la loi normale et une autre variable aléatoire qui suit la loi de qui 2. Et on va supposer que les x et grand y sont indépendantes. Alors ici, donc là, ça c'est tout simplement l'introduction bien sûr. Le plus intéressant c'est ça. Si je pose z égale x sur la racine carrée de y divisé par n, alors, et x et y sont indépendantes, avec x suit loi normale centrée réduite et y suit loi de qui 2 à n degré de liberté, on peut dire que z suit loi de Student, c'est-à-dire c'est une variable aléatoire continue qui possède une certaine densité de probabilité, et ça c'est ce qu'on appelle la loi de Student à petit n degré de liberté. Dans ce cas-là, vous savez très bien qu'on peut calculer l'espérance et la variance. Si j'ai une variable aléatoire qui suit la loi de Student à n degré de liberté, on peut montrer que l'espérance de x est égale à 0, pour n supérieur ou égal strictement à 1, et que la variance est égale à n sur n moins 2, bien sûr que n soit strictement supérieur à 2, parce que pour le n est égal à 1, c'est pas intéressant, on va trouver tout simplement une quantité négative qui n'est pas logique, et pour n est égal à 2, on va trouver quelque chose sur l'infini que sur 0, ce n'est pas intéressant. Maintenant, convergence de Student vers la loi normale. Donc si on a Tn une loi de Student, et x une suit, donc c'est-à-dire on peut dire que la loi de Student converge vers une loi normale 0, 1, c'est-à-dire elle peut se comporter de la même manière que les lois normales sont très réduites, lorsque n tend vers l'infini, lorsque n tend supérieur strictement à 30. Voilà, donc c'est-à-dire à partir de là, vous pouvez voir que
Si j'ai défini, donc là je reviens tout simplement pour vous montrer l'intérêt de ce que je viens de vous raconter, j'ai parlé de la loi normale, j'ai parlé de l'approximation de la loi binomiale, la loi de Poisson, la loi hypergéométrique vers la loi normale. Après, on a défini les lois dérivées à partir de la loi normale, c'est qui2 et student. Et on vient de montrer que lorsque la taille de l'échantillon, petit n, ou bien le degré de liberté de telle loi est très grand, ces lois de qui2 et de student peuvent se comporter de la même façon qu'une loi normale. Donc, c'est-à-dire, dans la majorité des cas, on peut travailler avec la loi normale.